Bonsoir, et 21h39 à Dakar. Nous allons continuer cette série de vidéos sur notre chaîne YouTube et qui est consacrée à la gouvernance, au management, au leadership, à la transformation. Et nous avons dit aussi lors de la vidéo passée que de plus en plus nous considérons ça comme une vidéo ou plutôt une chaîne qui sera en anglais, en français et dans la langue maternelle une des langues maternelles du Sénégal, le Wolof. Nous avons commencé patiemment à faire cela. J'espère que on va pouvoir progresser sur ce chemin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, en tout cas au Sénégal, sur l'inspection générale d'État suite à l'apparition des rapports récents, il y a quelques jours. Si mes souvenirs sont exacts, 3 ou 4 rapports en même temps portant sur des années antérieures, et ça a déclenché tout un débat. Nous allons essayer d'informer nos auditeurs, téléspectateurs de l'histoire de l'inspection générale d'État. Je pense que tout doit commencer par là, par une très bonne connaissance de cette institution administrative supérieure, d'où elle vient et pourquoi elle a été créée. Et par rapport à cet objectif, effectivement, on peut mieux rapprocher ces réalités politico-historiques qui ont justifié sa création par rapport aux défis des temps modernes. Donc, le thème, c'est aperçu de l'histoire des inspections générales d'État, les inspections générales, et une institution administrative à la croisée des chemins. Il y a une longue histoire, que ça soit dans les pays francophones, dans certains pays anglophones. Et par exemple, dans les pays occidentaux, certains écrits rappellent l'apport de Napoléon. Beaucoup de gens connaissent Napoléon, qui est un organisateur, un innovateur quelque part. Il a voulu donc mettre en place un organe qui puisse aider à maintenir l'efficacité et empêcher la corruption dans l'armée. Et c'est un homme qui a beaucoup innové dans pas mal de domaines. Si vous faites des lectures attentives sur sa vie, vous verrez cela. Et ce système repose sur un certain nombre de paradigmes. On va en citer pour le moment 2, mais au fond, tout au long de l'exposé, je vais expliquer les paradigmes qui sont derrière. Donc, ces paradigmes, on peut les trouver dans des lois, des décrets, des arrêtés, etc. Et on peut aussi les trouver dans des études académiques qui sont rares, un peu trop rares à mon avis dans le monde francophone, contrairement au monde anglophone, en tout cas en Amérique du Nord. Et d'abord la République. La République, c'est une notion abstraite, et donc c'est pas une personne physique, et donc elle est soumise au droit. Les dirigeants ne sont pas les propriétaires de la République, même quand ils sont élus, et ils ne le sont pas. En tout cas, avec l'émancipation de l'État, on considère qu'ils ne sont pas dotés d'un pouvoir divin. Et donc, et puis les citoyens ont le droit de voir leurs dirigeants contrôlés, à la limite de les contrôler eux-mêmes, et par l'intermédiaire des institutions. Il y a une pièce de théâtre très très intéressante qui s'appelle Le Révisor, et qui date de très longtemps. Je vous ai mis le lien de la vidéo. J'espère que vous allez l'écouter et vous verrez que, en fait, la notion d'inspection générale est très vieille. Même, vous voyez, c'est une pièce tournée par rapport à l'histoire de l'Union soviétique. Et donc, le révisor, qui est l'inspecteur général qui débarque dans un territoire et a fait pour contrôler. C'est ça l'idée. En réalité, c'était un peu plus compliqué ça, mais en fait, c'est ça l'idée. Ça montre que même en Union soviétique, etc., cette notion d'avoir quelqu'un qui va contrôler les fonctionnaires dans des provinces éloignées, etc., était considéré comme important. Bon, certains écrits disent que l'inspection générale a une origine militaire. Et en tout cas, on constate que les armées ont souvent eu un inspecteur général chargé d'assurer la discipline et de former les troupes. Donc, d'aider l'état-major à accomplir ce genre d'activité. Déjà, en 1777, vous vous imaginez, ça fait des siècles, ça. Et aux États-Unis, on crée un bureau de l'inspecteur général au niveau fédéral. Et donc, par George Washington.
et qui nomme un personnage très célèbre à l'époque, Thomas Conway, à ce poste. Et les États-Unis vont considérer, il y a toute une histoire derrière qu'on ne peut pas voir ici, qu'on verra peut-être dans d'autres vidéos, parce qu'on parlera de certains paradigmes pour lesquels les États-Unis sont en avant, je crois. Et en 1978, c'est très important, et parce que ça correspond à la période de l'apparition de la loi sur l'inspecteur général aux États-Unis, parce que eux ils disent l'inspecteur général. Il y a un patron qui est l'inspecteur général, et la loi a été faite autour de ces personnages. Comme dans la plupart des textes aux États-Unis, c'est des sortes d'autorités administratives indépendantes, et c'est le cas dans ce concept d'inspection générale aux États-Unis. Et bon, on montre ici ce que les différents présidents ont fait, comme Jimmy Carter, etc., et qui a salué cette réforme comme étant intéressante, utile, et d'ailleurs, il voyait en cette réforme une sorte de partenariat entre ce que nous appelons l'inspection générale et les autres administrations. Donc, sur le continent africain, c'est une histoire entre parenthèses coloniale, comme la plupart de nos institutions, quand on s'intéresse à l'origine. Donc, c'est une question aussi originale, parce que ce qu'on appelle l'inspection générale d'État dans les pays africains francophones n'existe pas à proprement parler, par exemple, en France. En France, vous avez des inspections générales ministérielles, par exemple, et vous avez l'inspection générale des finances qui joue à peu près le rôle de l'inspection générale d'État, bien qu'aujourd'hui, l'inspection générale des finances se soit beaucoup plus spécialisée dans les évaluations, peut-être. Donc, on ne peut pas dire que l'inspection générale d'État dans ces pays de la même manière que cela existe dans les pays francophones. Et je crois que là, les pays francophones d'Afrique, dans leur contexte, ont innové. Il faut prendre ça dans le contexte de ces pays à l'époque. Et donc, en Afrique, l'inspection générale d'État, nous y reviendrons aussi, devient une sorte d'appendice du pouvoir exécutif, entre guillemets, d'un chef de territoire. Dès l'origine, l'inspection générale d'État est au service d'un chef de territoire. Et aujourd'hui, le président l'a plus dans plusieurs pays. Et nous allons essayer donc c'est quand même une nation qui a eu ses heures de gloire, et très prestigieux, j'espère que c'est toujours le cas. Et donc, les journalistes ont cette manie de créer des slogans, des mythes, on les appelait les hommes du président, les soldats de la République, les incorruptibles, etc. Mais retenons que c'est le fruit de tout un processus historique que nous allons essayer de décortiquer. Déjà, vous voyez, c'est vieux, 1906, retenez la date, 1906 en Afrique francophone. Il y a un arrêté du gouverneur. Évidemment, il faut comprendre à l'époque le gouverneur un peu comme le chef de territoire, un peu presque comme le président de la République, quelque part. Et donc, c'était un arrêté du gouverneur de l'Afrique occidentale française qui, dans chacune des colonies, crée un ou plusieurs emplois. D'inspecteurs des affaires administratives. À l'époque, on dit inspecteurs des affaires administratives dans les cercles. Vous voyez, la notion de cercle, beaucoup de jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, dans les cercles de la colonie. À l'exception du territoire de la Mauritanie. 1906, déjà, le processus amorcé. On commence à mettre en place ce genre d'institution. Évidemment, à l'époque, le texte de 1906, c'est un texte bref. Je remercie d'ailleurs, à l'époque, parce que ce que je dis, c'est dans mon livre Inspection générale d'État d'Afrique. Il a fallu l'aide du bibliothécaire religieux comme Gallo, tout ça, qui sont battus pour m'aider à trouver ces textes-là. Qui dataient très vieux avant l'indépendance, qu'ils ont pu mettre à ma disposition, ce qui m'a permis de reconstruire un peu cette histoire que je vous présente. Et donc, cet arrêté, il est très bref. Il dit que ces inspecteurs correspondent exclusivement avec le gouverneur, auquel ils présentent leur constat. Vous voyez, ici, il y a un terme constat et leur proposition. Il y a deux termes, constat, proposition. On peut en discuter après parce que ça nous permet de revenir à la notion moderne, en parenthèse contemporaine, en tout cas consacrée par les normes internationales, qui parlent de conclusion et de recommandation. Donc, vous voyez, et ces notions figurent dans les rapports des inspections en général dans certains pays africains jusqu'à présent. Par exemple, au Sénégal, vous avez un tableau en 2 colonnes, première colonne constat, l'autre colonne proposition. Et aujourd'hui, les normes tendent à dire recommandation.
recommandations donc et conclusions. Ça mérite réflexion, c'est une réflexion intéressante et j'espère qu'on va y revenir. Deux règles fondamentales apparaissent dans ce nouveau dispositif juridique qui se met en place. D'abord, le privilège de l'inspecteur général de correspondre directement avec le chef de territoire, et ce qui correspond un peu à ce qu'on trouve dans les textes de l'inspection générale d'État pendant des années, et plusieurs années, le privilège de l'inspecteur général d'État de correspondre directement avec le président de la République. Par exemple, le concept de proposition, on le trouve, mais c'est une règle fondamentale. L'inspecteur général propose. Il décide pas, il propose. Et donc, c'est un peu différent de la notion peut-être de recommandation qu'on va voir dans d'autres vidéos. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de voir tout ça en détail, mais ce que je voudrais dans cette vidéo, c'est de poser une histoire pour que les gens comprennent comment tout cela est né et comment ça a évolué. C'était nécessaire que ça existe, je crois. Maintenant, comment ça peut évoluer compte tenu de l'évolution du contexte historique, constitutionnel, démocratique, ça c'est un autre débat et que nous ferons, je crois, dans les autres vidéos à venir et qui figure dans les programmes de formation que nous donnons en ligne pour les gens qui veulent aller plus en profondeur dans ça. Et maintenant, on passe à 1932. En 1932, il y a encore une nouvelle évolution. L'inspection générale d'État a toujours connu des évolutions successives dans le bien. Et quand je parle du cas du Sénégal, tous les présidents qui sont passés et à l'époque, en tout cas pour ma génération, Diouf avec feu Jean Collin, et ils ont peut-être fait les premières réformes très importantes, et avec la création d'un fonds d'intervention, le port de la tenue, les premiers hausses de salaire, tout ça, et le président Wade également, qui plutôt lui a fait évoluer les statuts, je crois, et les avantages, les privilèges, comme il a fait d'ailleurs, je crois, pour pas mal de fonctionnaires. Et donc, c'est une histoire un peu progressive. Donc, en 1932, la fonction se renforce. Un autre arrêté, parce qu'à l'époque, on est dans un autre système juridique sur le territoire, c'est des arrêtés et du gouverneur, etc. Et donc, un arrêté du 28 février 1932 réorganise l'inspection des affaires administratives dans les colonies relevant du groupe de territoire qu'on appelle l'Afrique occidentale française. Et en 1937, j'ai essayé de condenser un peu les emplois qui ont été créés. Vous avez ici un tableau. Le nouveau dispositif juridique prévoit qu'en Indochine, beaucoup de gens ne connaissent pas aujourd'hui, mais c'est l'histoire, et il y a des emplois qui vont être créés, à l'exception du Laos. En Afrique occidentale française, il y a également des emplois qui vont être créés, et pour chacune des colonies de la fédération, à l'exception des colonies de la Mauritanie, Dahomey, ça ne dit pas beaucoup de choses à certains, et c'est un jeune du Niger, qui n'ont qu'une inspection générale. En Afrique équatoriale française, 4 emplois sont prévus. Et c'est très intéressant d'ailleurs le cas de l'Afrique centrale quand on regarde les textes du Cameroun, et surtout le jargon. Et comment on passe d'un mot à un autre, comment on passe dans le jargon français, on parle de vérification. Au moment où j'ai eu le privilège de voir ces choses-là sur le terrain, et dans le jargon anglais, on parle d'audit. Et effectivement, si on ne connaît pas tout ça, on peut faire de très grandes confusions. Et un Cameroun, de Madagascar, de Togo, et côte française de Somalie, donc oui, ça correspondait à des réalités géographiques de l'époque. Voyons quelques aspects du décret de 1937. Et ça, c'est original. On voit que pour le recrutement des inspecteurs généraux, même du temps de la colonisation, on a toujours mis la barre très, très, très haute. Et par exemple, il faut d'abord être administrateur civil, de première et de deuxième classe, au moins. Donc, pour être recruté et nommé par le gouverneur général, il faut vous dire que le gouverneur général, c'est le chef d'un territoire, c'est presque un président de la République, dans son contexte géographique déterminé. Et donc, c'est une inspection indépendante, mobile, parce que c'était de vastes territoires, c'est des sortes de fédérations, etc., et mobile à l'intérieur des États fédérés. Je crois que ce caractère mobile est resté dans la tradition de une certaine génération d'inspecteurs, ce qu'on appelait les brigades mobiles qui descendaient dans les régions à l'improviste
etc. Là, c'était la notion d'inspection qui arrive à l'improviste le soir, qui le matin se présente chez le gouverneur et consort, et du coup, qui sont là en mission, bon, et qui se présentent à l'improviste chez les caissiers. Première opération de contrôle dans les procédures classiques, contrôle de caisse des fonds, à l'improviste, etc. Donc, cette notion est restée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la notion d'audit, etc., on peut se poser des questions sur comment ajuster tout cela. L'inspection, donc, est une inspection mobile indépendante dans les États fédérés. Il ne reçoit des directives que des seuls, ce qu'on appelait à l'époque lieutenant-gouverneur et le chef de colonie. Et je l'ai dit, privilège de la correspondance. Et ils ne doivent pas se mêler de la gestion. Et donc, des activités, des responsabilités de direction, de prise de décision. Et dans les textes de 1937, ils contrôlent tous les services administratifs. À l'époque, on met à l'exception du Trésor et des services techniques des chefs-lieux de colonie. Mais après, ça va être généralisé. Et le contrôle de certains services n'a pas été facile. Par les services judiciaires. Pour les gens qui connaissent vraiment l'histoire du Sénégal, ils savent que ça a été négocié, il y a eu des problèmes, et il a fallu un arbitrage très strict du président Senghor, si mes souvenirs sont exacts, il y a une circulaire, une instruction, quelque chose comme ça, pour que ces choses-là soient réglées. Donc, ces textes aussi prévoient, le texte 1937, l'obligation chaque année d'inspecter chaque circonscription territoriale. Et donc, ici, on voit une sorte d'indicateur de performance. Et donc, contrôler quoi? La gestion générale. Et quand on dit gestion générale, tout peut rentrer là-dedans. Les résultats. Il y a plus ou moins la notion de performance. Et sur la population, j'ai trouvé ces termes-là très intéressants parce que je ne suis pas sûr que ça existe dans les textes actuels. Évidemment, on parle de performance, de résultat. Maintenant, il faut définir performance, c'est quoi, résultat, c'est quoi. Et dans le management moderne, évidemment, la gestion de la performance, ça va jusqu'aux impacts. Et donc, les intérêts du territoire, c'est une notion également intéressante. Donc, on prévoit que le contrôle ne doit pas simplement être un contrôle administratif, mais un contrôle des résultats et en direction des populations et direction du territoire. Je trouve que c'était intéressant déjà en 1937 d'avoir cette conception. Et la collecte d'informations utiles auprès des collègues européens et des populations. Et donc, on encourage l'inspecteur général à collecter des informations auprès des populations. Et le contrôle de l'application des lois et règlements, ça on le trouve aujourd'hui, quels que soient les textes qui sont passés, ce qu'on appelle le contrôle de conformité, les instructions, les directives, tout ça. Et de faire toute proposition d'aménagement qui dépasse de ça. C'est une formule qu'on trouve dans les textes actuels d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà un peu l'obligation chaque année, ça rappelle peut-être le fameux rapport annuel là, d'envoyer chaque année un compte rendu de leur activité. Compte rendu de leurs activités, des constatations et des suites qui leur ont été réservées. Et donc, nous reviendrons sur ces problèmes de vocabulaire. Et donc, voilà, je crois que ça, je suis revenu un peu en arrière. Ok. Vous voyez, le texte de 44, donc, paraît et prévoit, renforce le statut de l'inspecteur général finalement. Et il a le grade de gouverneur des colonies, c'est quand même fort ça, ou d'administrateur en chef des colonies. Et donc on lui donne énormément d'avantages que seul peut-être le gouverneur devait avoir à l'époque, je crois, et qui renforce le symbolisme de sa fonction, l'hôtel, l'ameublement, le cabinet de travail, les appartements familiaux, moyens de transport, personnel domestique, garde d'hôtel. Bon, je pense que beaucoup de fonctionnaires de la colonie avaient un peu ce genre d'avantages puisqu'ils venaient de quitter leur pays pour venir donc dans un autre territoire. Éclairage, chauffage, etc. Et en 1949, il y a une nouvelle réorganisation qui apparaît. Et donc, vous voyez, c'est toute une histoire. Et je crois qu'on avait quitté 1906, vous vous souvenez. Et donc, un arrêté de 1949 est relatif à l'organisation de l'inspection générale des affaires administratives en Indochine, en Afrique occidentale française, à Madagascar.
Et donc, à Madagascar, je m'excuse un peu, le truc que refuse de se déplacer, c'est bien maintenant. Et le texte de 1949, donc, au fond, rentre un peu dans le détail des attributions de l'inspecteur général des affaires administratives, qui est le père de l'inspection générale d'État. Sous l'autorité du gouverneur général, il contrôle les services relevant de sa compétence, du haut commissaire, les agences, les offices, les régies, les sociétés d'économiques, etc. Jusqu'en 49, le texte exclut des services judiciaires. Et à l'indépendance, il y aura un débat, il y aura même une confrontation que le président Serron, je crois, si mes souvenirs sont exacts, cette instruction, là, j'ai peur de me tromper, je ne sais pas si, mais il y a une instruction qui a arbitré, qui a été claire, et de sorte que le contrôle des services judiciaires, c'est en général les greffes. Et c'est pas le contrôle de la décision juridictionnelle, ça c'est normal du point de vue constitutionnel, séparation des tâches, mais la gestion du crédit par les greffes, leur organisation, leur fonctionnement, etc. Donc voilà, il veille au bon fonctionnement administratif financier. On retrouve cette formule d'une manière ou d'une autre dans les textes qui vont paraître par la suite. Il renseigne le gouverneur général, le haut commissaire sur la marche des services, lui propose toutes mesures propres à simplifier le fonctionnement et à réaliser des économies. La notion d'économie. Et donc, aujourd'hui, on parle des 3 E, on parle même des 5 E, et économie, et efficience, efficacité. Bon, par la suite, certains doctrinaires ont ajouté éthique, éthique et équité. On est passé de 3 à 5. Et la notion d'enquête, elle est vieille comme la colonisation. La notion d'enquête est prescrite par le gouverneur général ou le haut commissaire, et il contrôle l'activité des inspecteurs locaux, parce qu'il y avait des inspecteurs locaux dans les textes, etc. Toute étude, la notion d'étude et conseil également, on le retrouve dans ce texte. Voilà. Ensuite, vint maintenant l'ère des indépendances. Bon, les textes qui vont paraître s'appuient fondamentalement sur ces concepts, et qui ont vraiment évolué avec la réforme de l'inspection générale d'État du Sénégal, le texte de 2011, je crois, où là on est plutôt dans un autre vocabulaire, dérivé du management, des audits, et des investigations du contre la corruption, des évaluations de politique. 2011, sur le plan conceptuel, c'est une rupture. Peut-être maintenant le problème, c'est comment incarner cette rupture en matière d'organisation et consorts. Donc, l'ère des indépendances, le Sénégal hérite de cette histoire institutionnelle et instaure un système d'inspection générale d'État, non sans quelques hésitations et difficultés que je tairai. Et ces acquis ont survécu. Et en ce qui concerne le rattachement, le symbolisme de la fonction, l'élévation progressive du niveau de recrutement. Et je crois que c'est peut-être pas, on va développer ça peut-être dans une autre vidéo par rapport aux normes internationales, etc. Le dispositif de contrôle est placé auprès du plus haut sommet de l'exécutif, en l'occurrence le président de la République. Et les moins jeunes se rappellent des propos du président Serron sur l'inspection générale d'État régulièrement. Et donc, on place les choix administratifs à un niveau très, très, très élevé auprès du gouverneur. Et je l'avais déjà dit, le niveau était déjà recruté parce qu'il fallait être administrateur civil au moins, pour accéder à cela. Et donc, et l'histoire coloniale a laissé cette image, cette option d'un haut fonctionnaire pratiquement le plus gradé de l'État. Et je pense que dans la culture du président Serron, la fonction contrôle devrait être plus gradée que les autres fonctions. Je trouve que c'est logique. Donc, le symbole de la fonction a été maintenu, et avec des apparats, etc. Tout un protocole d'allage protocolaire, qui, à mon avis, a été carrément désorganisé, par des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le protocole d'État. Et donc, voilà, et pendant, on raconte que l'arrivée de l'inspecteur général dans une circonscription territoriale à l'époque, c'était un événement. Je vous ai mis le lien avec la pièce de théâtre là, tournée en Russie. Pour vous dire que derrière l'inspection générale, il y a toute une histoire, je dirais internationale. Et donc, on raconte que sa venue au sein d'une circonscription territoriale pour son contrôle annuel était considérée comme un événement exceptionnel dans le territoire.
par les administrateurs, par les chefs de service, etc. Et vous vous rappelez, les textes lui faisaient obligation de faire ce contrôle annuel. Et donc, certains pays donc vont hériter de cela, comme le Sénégal, etc. Bon, la Côte d'Ivoire et tout. Et donc, on passe d'une période où le détenteur du pouvoir exécutif est le président de la République. C'est normal que ça bascule du gouverneur au président de la République. Certains, c'était un président de conseil, mais le président de conseil, ça a été peut-être une période transitoire dans certains États donc de l'Afrique francophone. Et donc, selon cette culture de l'époque, l'inspection générale d'État, et jusqu'à présent, est une institution présidentielle. Présidentielle, et avec ce transfert de pouvoir qui résulte de l'histoire que je viens de vous raconter. Maintenant, aujourd'hui, par exemple au Sénégal, il y a peut-être aujourd'hui au bas moins une trentaine d'articles qui ont été écrits depuis l'apparition. Peut-être que j'exagère, mais je crois que c'est pas loin de ça. Et par toutes sortes de spécialistes, juristes, politiques, sociologues. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Il faut un débat. Un débat, c'est le cœur de la démocratie, le débat. C'est pas ce qu'on croit. La démocratie, il faut avoir des arguments en démocratie. Parce que quelqu'un, vous ne partagez pas le même truc, vous l'insultez comme on voit là. Et ça, c'est pas la démocratie. À la limite, c'est de la faiblesse, c'est le manque d'arguments. Et donc, je pense que ce débat-là est heureusement posé par des gens de très haut niveau, de certains que je connais, ils sont de très haut niveau, et les autres aussi, d'après ce que j'ai lu, etc. Et c'est un débat qu'on doit faire. Parce qu'aujourd'hui, les inspections générales sont à la croisée des chemins. Cela est dû à 2 ou 3 mouvements. D'abord, une partie de l'élite des inspections générales d'État est mondialisée. Elle est très bien introduite dans des réseaux internationaux, des gens comme moi et d'autres. Nous sommes membres des associations des inspecteurs généraux des États-Unis, de l'association internationale d'évaluation, etc. Il y a une élite mondialisée à l'intérieur et qui se pose des questions et qui découvre et qui raconte. Ça, c'est un premier moment très important. Et qui découvre que leur métier, depuis plusieurs années, est bousculé par des normes, par des principes, par des débats de fond, qui découvrent que dans des pays comme les États-Unis, s'il n'y avait pas certaines ONG, s'il n'y avait pas certains centres de recherche, même les inspections générales d'État aux États-Unis n'auraient pas évolué. Je pense par exemple au projet, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas, Project on Government Oversight. Et comment je traduirais en français? Un projet pour l'évolution de la surveillance gouvernementale. Et voyez, même le vocabulaire est différent. Quand on dit surveiller le gouvernement, et comme le livre de Paul C. Light, Monitoring Government. Et quand on dit ça, c'est que le gouvernement n'est pas une institution autonome qui se permet ce qu'il veut. C'est une institution soumise à contrôle. Évidemment, il y a des nuances juridiques selon qu'on est anglophone, français, gouvernement, c'est quoi? Et au gouvernement, si vous êtes formé dans nos pays, vous lui donnez très facilement un sens politique. Et si vous êtes formé dans un pays anglophone, peut-être que pour vous, à la limite, c'est presque l'administration publique. Et comme dit un homme d'État célèbre, je crois, il disait que l'administration publique, c'est le prolongement du gouvernement, quelque chose comme ça. Et donc, voyez, ce que je viens de vous dire est essentiel, je crois, pour comprendre l'histoire, les mécanismes originels. C'est pas né comme ça. Il y avait des paradigmes derrière, il y avait une situation historique, avec la notion de territoire colonial, avec quand même une volonté ferme de construire quelque chose qui permet de contrôler ce qu'on pourrait appeler la fonction publique coloniale à l'époque. Et j'ai dit qu'il y a des choses qu'on trouve dans ces textes peut-être qu'on retrouve même pas dans les textes d'aujourd'hui. Et comme cette notion de proximité lors des contrôles avec les populations dont j'ai parlé tout à l'heure, j'étais un peu surpris en accédant à ces arrêtés et qui organisaient le système de trouver des choses pareilles. Et donc, je pense que connaître cela nous permet de faire un bon débat sur les réformes institutionnelles. Et il y a les normes internationales, elles sont nombreuses. Moi, je fais partie de ceux qui refusent d'être dans un seul camp, d'être seulement membre de l'IA, non.
Je pense qu'en Afrique, nous devons bencher. Et pour bencher, nous devons connaître pas mal de situations. Et par exemple, moi, j'étudie les normes de l'Institut international d'audit interne, je suis même membre, mais j'étudie les normes de l'association des inspecteurs généraux des États-Unis, par exemple. Je fais des rapprochements, etc. C'est comme ça que l'Afrique doit penser, de façon indépendante, autonome, et comme la vidéo que j'ai fait récemment sur Singapour. Et donc, voilà. C'est sûr que les réformes s'avèrent nécessaires au regard des normes et des bonnes pratiques internationales actuelles. Les normes IA, les normes ACFE sur la fraude, les normes de l'Association américaine d'évaluation, qui est presque l'organisation mondiale en matière d'évaluation des interventions publiques. Là aussi, un langage. Les francophones formés en France vous diront évaluation des politiques publiques. Moi, je dis évaluation des interventions publiques. Donc, voilà. C'est des choses dont on doit débattre. Et après l'indépendance, ce chef de territoire est devenu successivement le président du Conseil, le président de la République. Parfois, il y a eu même coexistence, difficile, etc. Il faut connaître tout ça pour pouvoir peut-être prendre de bonnes décisions, discuter de cet héritage. Et donc, il y a des choses dont on peut discuter avec les normes internationales. Cet héritage laisse un vocabulaire qui n'est peut-être pas très clair aujourd'hui par rapport à nous. La notion de vérification administrative et financière, qu'est-ce que ça signifie? Et si vous allez au Canada, et vérification administrative financière, vérification, comme ils sont bilingues, vous verrez que dans l'autre manuel en anglais, c'est audit. Et cet héritage laisse la notion de proposition. La plupart des normes semblent dire recommandation, les normes internationales. Et effectivement, on fait une proposition à quelqu'un qui décide. Et si vous êtes en matière d'audit, ça n'a aucun sens que le président de la République décide en matière d'audit. Parce que l'audit est fait pour deux catégories d'individus au moins. Pour les managers, c'est de l'affaire des managers. Ils doivent redresser leur gestion s'il y a des lacunes. C'est l'affaire de la gouvernance. Donc l'audit, on a un très joli dessin qu'on vous montrera peut-être dans une autre vidéo. Pour les problèmes d'audit, vous avez en interaction ce qu'on appelle d'une part le management exécutif, et d'autre part la gouvernance. La gouvernance, ça peut être le conseil d'administration et les différents comités d'audit, de rémunération, des risques. Il y a tout un système qu'on retrouve dans des normes COSO, etc. Et donc, alors que la relation triangulaire originelle, la théorie de l'agence, comme l'appellent certains, si est mieux au vieux système du commanditaire qui décide. Ici, vous avez en matière d'audit cette triangulation-là qui concerne un peu le management, l'assurance et la gouvernance. On n'est pas au cœur de... C'est pas la même problématique que la notion de vérification. Tout ça classique, tout ça mérite d'être discuté. Discuter la relation entre une inspection générale, un chef de territoire, un président de la République, etc., et les managers, qu'on les appelle directeurs nationaux, etc., c'est un peu différent d'une relation de l'audit destinée à créer de la valeur ajoutée, avec un nouveau type de rapport. Un nouveau type de rapport entre la gouvernance. Et là aussi, il y a des lacunes qu'on verra. On verra que plusieurs pays ont commencé à s'ajuster. Le décret de France de 2011, en Amérique du Nord depuis longtemps. Et chez nous, on attendait, ça recommence. On essaie maintenant de mettre en application les normes dans les pays francophones. Et par exemple, la Belgique également, avec un arrêté royal, etc. Et actuellement, je connais au moins 2 pays qui discutent de ça et qui essaient d'avancer. Donc, voyez, ces choses-là méritent d'être discuté. Un autre concept de directive présidentielle. Les rapports de l'inspection générale d'État aboutissent à des directives présidentielles. Évidemment, c'est fort, quand c'est le président qui décide, normalement, les fonctionnaires s'exécutent. Faudrait-il encore qu'ils décident? Et c'est pourquoi d'ailleurs je dis que la notion d'indépendance, elle est peut-être parfois mal posée. Par exemple, si d'aventure, l'inspecteur général fait son travail sans émission, il aura son rapport. Et que, par exemple, la personne chargée de la directive présidentielle ne décide pas, ou décide autre chose, au fond, c'est pas un problème d'indépendance. C'est pas un problème d'indépendance. S'il y a quelqu'un qui n'est pas indépendant, c'est peut-être celui qui devait décider et qui ne l'a pas fait, qui devait émettre la directive.
Donc, vous voyez, l'indépendance sera mise en cause lorsque, par exemple, on l'empêche de faire son travail. Ou bien qu'on arrête la mission, par exemple. Ou bien qu'on la suspende. C'est rare dans l'histoire du Sénégal, ça. Et donc, mais c'est arrivé, exceptionnellement. Donc, vous voyez, je pense que discuter de ces concepts, c'est vrai que maintenant, on peut mettre en place les normes internationales, ce qu'ils disent, mais dans tous les cas, il y a un grand problème de leadership derrière. Également, je reviens sur la notion de résultat. On voit que dès 1937, le texte parle de contrôle des résultats. Aujourd'hui, on parlerait peut-être de l'audit des performances. Et donc, aujourd'hui, vous avez le concept de gestion axé sur les résultats. Je trouve que ce problème est très mal posé dans les pays de l'Union monétaire, c'est mon point de vue. Et je pense qu'on n'y arrivera jamais avec ça. Et donc, gestion axée sur les performances et les résultats. Et donc, qui pose des concepts, chaîne de résultats, le problème d'intrance, traitement, résultat, impact, restitution des performances des résultats, qualité de la gestion publique, et donc critères de performance, indicateurs de performance, etc. Je vais faire une vidéo sur pourquoi la gestion des performances peut échouer. Et donc ça va venir dans les semaines prochaines, je crois. Et déjà, on voit que ça existe. Mais le problème n'est pas que ça existe. Le problème, c'est que ça soit bien fait. Par exemple, s'il s'agit de gérer la performance, quels sont les processus? Quels sont les processus? De la planification stratégique, parce que ça commence par là au moins, et de la planification au rapport sur la performance, et en aval, l'audit ou l'évaluation des performances selon ce qu'on veut faire. Et donc, vous voyez bien, on trouve la notion, et depuis 1937, dans les textes. Aujourd'hui, avec les débats sur l'audit, la question revient. Et donc, avec le management des risques, l'évaluation des risques, pourquoi faire? Pour faire l'audit comptable, pour faire l'audit des performances, etc. Et même pour prévenir les fraudes. Et voilà, avec le modèle COSO. Et donc, dès l'origine, le texte aussi, les textes d'origine consacrent une fonction conseil et enquête, à côté des travaux de contrôle. Personnellement, je dis à mes amis avec lesquels je travaille sur ces questions, je leur dis que pour moi, la fonction conseil, contrôle, elle est transversale. Elle est dans chacun des métiers de l'inspection générale, qu'il s'agit de l'audit, qu'il s'agit des enquêtes, la prévention des fraudes, qu'il s'agisse, etc. Pour moi, d'ailleurs, ce n'était pas nécessaire en Afrique francophone de créer cette multitude de corps. C'est vraiment une méconnaissance par des experts qui sont venus en Afrique faire ces choses-là, de la réalité historique que je suis en train de vous exposer. C'est pourquoi on devait réfléchir avant de confier notre destin à des experts. Qui sont ces gens-là? Et donc, la coordination des inspections également est un déjà problème posé depuis la période coloniale dans les textes que je viens de vous exposer. Mais pourquoi elle est mal faite aussi? C'est un débat intéressant. Parfois, c'est beaucoup plus un problème d'habitage d'édifices. De façon, dans les normes internationales d'audit, c'est un problème qu'il faut régler. Et nous avons vu comment, en France, le décret de 2011 a réglé ce problème en mettant en place ce comité d'harmonisation là, et de coordination, etc. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette histoire qui a grandement influencé le modèle actuel. Voilà, cette tradition, et je crois que là on a anticipé, est aujourd'hui fortement contestée. Et je crois qu'il faut voir cette contestation d'un point de vue peut-être remise en cause, mais d'un point de vue ajustement. Un modèle, comme je l'ai dit récemment dans un article, les institutions sont comme les hommes. Elles naissent, grandissent, vieillissent, stagnent, meurent, etc. Et à chaque phase, de naissance, de croissance, de stagnation, il y a des choses à faire. Et les gens qui ont fait des études de management connaissent bien cette fameuse courbe-là.
où à chaque phase, on vous dit que vous devez faire ceci, vous devez faire cela, hein, etc. Donc, c'est contesté par les doctrinaires, de plus en plus par des doctrinaires africains, parce que ailleurs c'est fait depuis longtemps, par les mouvements de la société civile, par des partis politiques, hein, qui inscrivent dans leur programme des normes, etc. Et ce mouvement commence à amorcer, à s'étendre au niveau africain. Moi, en tant que consultant international, j'en sais quelque chose, je discute avec des pays sur ça. Et au moins, le débat est posé. Même si les gens ne savent pas exactement ce qu'il faut faire, ou même si il y a une certaine crainte des normes internationales. Effectivement, elle peut paraître compliquée. Et ensuite, il y a un très grand problème. Il suffit pas de faire le contrôle. Il faut qu'en amont, certaines choses soient réglées. Ce que j'appelle l'auditabilité. Et par exemple, un pays où l'on n'a pas construit un système de management rationalisé, de gestion des performances, où le système de contrôle interne n'est pas formalisé, où il n'y a pas de management des risques, l'audit interne n'a pas de sens. Parce que par définition, l'audit interne porte sur le management des risques, la qualité du management des risques, la gouvernance, les contrôles internes, etc. Les choses que je viens de citer. Les partis politiques aussi. Au Sénégal, je me rappelle depuis les assises nationales, il y a des propositions, sans compter les programmes des autres partis politiques, etc. Évidemment, le grand débat, c'est le problème de l'indépendance et du rattachement. L'indépendance, je dis, il faut relativiser tant qu'on n'a pas porté atteinte à l'exercice du métier. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment faire pour que cette atteinte ne soit pas possible. C'est pas évident. Même aux États-Unis, on voit ce qui se passe actuellement avec 4 ou 5 inspecteurs généraux avec le président Trump. C'est un problème qui va finir en justice. Et peut-être que lui-même, il verra pas il sera pas là quand la décision sera rendue par les juges. Malgré ce que dit la loi de 1978 là-bas. Donc, mouvement contesté. Donc, nouvelle tendance, à temps nouveau, nouvelle tendance, nouveaux ajustements nécessaires. Et si ces réformes ont été faites en Amérique du Nord depuis longtemps, il a fallu attendre les années 2011, 2012, et pour qu'en France, en Belgique, les normes internationales pour ajuster tout ce que nous venons de dire commencent à apparaître. Vous avez le décret de 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration en France qui a amorcé. Et la France a fait énormément de progrès parce que sur la base de ce décret, beaucoup de réformes de l'audit interne ont été faites et vous avez des manuels intéressants que vous pouvez télécharger sur Internet, etc. Globalement, par exemple, je ne traite ici que de l'audit. Il y a le problème des enquêtes, il y a le problème de l'évaluation, mais c'est simplement pour montrer que l'ajustement est en cours. Cet ajustement qui concerne l'audit interne doit également concerner, comme on l'appelle, les enquêtes de prévention et de détection des fautes, des abus, des gaspillages et de la corruption. Là également, il y a des normes internationales dont les plus connues sont les normes de la CFE, par exemple, et bien d'autres organisations. COSO qui concerne aussi bien l'audit que la fraude, ça dépend de la manière dont on l'utilise, etc. Bon, bien avant Saban Oxley, par exemple, qui est très passionnel. Je ne sais pas pourquoi on parle de moins en moins de sexe, mais pour moi, c'est le meilleur texte dans ce domaine-là. Il est complexe, il est lourd, etc. Et en France, par exemple, on définit maintenant la notion d'audit interne, comité d'harmonisation de l'audit est en place. En Belgique, on a à peu près des systèmes pareils, etc. Et en Afrique, peu de pays ont commencé, mais quelques pays en discutent déjà. Donc voilà ce que je voulais faire pour vous permettre, je crois, de bien poser ce débat sur l'origine des inspections. On ne peut pas tout dire, c'est un pauvre point, j'ai essayé de résumer. C'est détaillé dans mon ouvrage Inspection générale d'État, donc d'Afrique, réalité, perspective et enjeux. Et dans beaucoup d'articles, je crois que j'ai écrit, qui figurent quelque part sur les plateformes du net. Je vous remercie, j'espère que ce débat est intéressant, j'espère que vous l'enrichirez. N'hésitez pas à nous saisir. D'abord, si c'est la première fois que vous tombez sur cette plateforme YouTube, nous serons très heureux que vous y adhériez et également que vous appuyez sur la cloche qui va vous permettre chaque fois qu'il y a
en poste, comme on dit aujourd'hui, d'être au courant. De toute façon, la série sur les inspections, c'est forcément une série. On ne peut pas s'arrêter à un si bon chemin. Il y a également les modules de formation sur les plateformes de formation à distance qui sont beaucoup plus détaillés, c'est normal. Donc, je vous remercie, toujours à votre disposition pour intensifier ce projet SoftThinking. Merci, à bientôt, au revoir.